Val-de-Loire en direct se poursuit lors de votre JT en ce vendredi soir, présenté par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. La couverture nuageuse sera assez intense tout au long de la journée de samedi dans nos deux départements. Des températures en légère hausse. La minimale sera de 6 degrés, la maximale demain après-midi de 11 degrés. À la une de notre JT, 3 ans de prison requis contre Richard Châtelier. L'ex-maire de Nazelles-Négron est jugé pour agression sexuelle et corruption de mineurs. Le parquet a également requis 5 ans d'inéligibilité notamment. Feu vert du gouvernement pour la construction du demi-échangeur de Langeais sur la 85. Objectif permettre de rallier plus rapidement Tours et Angers et désenclaver le nord-ouest du département. Une enquête publique va débuter. Quel match et quels enjeux pour les municipales à Vendôme? 4 listes ont déposé leur candidature pour les élections dans cette commune de 15 000 habitants qui est également sous-préfecture. On vous les présentera. Et puis nous recevrons au plateau ce soir un conseiller de l'ADI, association reconnue d'utilité publique, qui propose des microcrédits aux entrepreneurs qui ne peuvent pas prétendre à un prêt classique. Opération sensibilisation au Sanitas ce matin. Et puis notre rubrique On vous répond pour terminer ce journal avec cette question. Confiture, quelles sont les précautions à prendre lors de l'achat? Joël Constanza, responsable de la communication au sein de l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire, sera sur notre plateau à la fin de ce journal. Mais d'abord, 3 ans d'emprisonnement requis contre Richard Châtelier, l'ancien maire de Nazelles-Négron en Indre-et-Loire. Il est accusé d'agression sexuelle et de corruption de mineurs sur 3 jeunes filles âgées de 14 et 17 ans au moment des faits, alors qu'elles étaient placées à son domicile, son épouse étant assistante familiale. En plus des 3 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé, le parquet a requis 3 ans de suivi socio-judiciaire, l'interdiction de tout contact avec les victimes et d'exercer définitivement une activité en lien avec des enfants, une inéligibilité de 5 ans et son inscription au fichier des délinquants sexuels. Le délibéré sera rendu le 7 avril. Écoutez l'avocat de la défense, Abed Benjador. Nous, ce sur quoi on s'est fondé, c'est les éléments qui ont été réunis au cours de l'enquête, au cours de l'instruction, pour dire que ces éléments étaient non seulement insuffisants pour entrer en voie de condamnation, mais qu'en plus, ils ne démontrent pas la culpabilité de Richard Châtelier, qui se dit évidemment innocent depuis le début de cette information judiciaire. Richard Châtelier, il est fatigué, parce que c'est la fin, c'est même pas la fin d'ailleurs, il attend le délibéré, mais c'est un long processus judiciaire qui a été marqué par une incarcération, qui le concerne lui, mais qui concerne aussi l'ensemble de ses proches. Et c'est très compliqué pour lui, c'est difficile. Une journée d'audience qui aura été particulièrement longue également. Donc Richard Châtelier, il est tout simplement fatigué et il a hâte d'entendre le délibéré. Toujours en justice, la mère de la petite Luna, condamnée pour violence ayant entraîné la mort de son bébé, a fait appel. Elle avait écopé de 12 ans de prison en première instance, une peine prononcée le 23 janvier à Blois. De nouveau présumée innocente, l'accusée devrait être rejugée d'ici 1 an à Tours ou à Orléans. Pour rappel, l'autopsie du bébé de 3 mois, décédé en 2016, révélait la présence de 24 fractures plus ou moins récentes sur son corps, ainsi qu'une trace de main au niveau de sa bouche. Sa mère a toujours nié lui avoir fait du mal. Le demi-échangeur de Langeais va bien voir le jour. Car le gouvernement a enfin donné son feu vert après plusieurs mois d'attente. En effet, le Premier ministre Sébastien Lecornu a signé le 30 janvier dernier l'avenant à la concession de l'autoroute A85 qui officialise la réalisation de ce demi-échangeur en complément de celui de Coteau-sur-Loire. Un projet dans les tuyaux depuis 2017 pour désenclaver le nord-ouest de l'Indre-et-Loire. Première étape, une enquête publique va devoir être menée auprès des habitants. Romain Delville. Une victoire politique et logistique, un soulagement aussi. Le demi-échangeur de Langeais Nord, associé au demi-échangeur de Restigné, est validé par le Premier ministre. L'enquête publique va pouvoir commencer pour un projet amorcé dès 2013 et relancé par la communauté de communes en 2017. Toute la partie centrale du territoire, les petites communes, Continvoire, Savigné, Avrier, Homme, Riez, Clairet-les-Pins, ça va vraiment faire gagner du temps et de l'attractivité pour ce secteur-là. Et la partie de Coteau-sur-Loire, Restigné, ont toujours vu les équipements plutôt se faire avec la déviation de Bourgueil côté ouest. Et eux sont souvent sentis un peu enclavés. Donc là, c'est pareil, on gagne pour un habitant de ce territoire-là 10-15 minutes pour aller à Tours. Le coût estimé de l'opération est de 17 millions initiaux pour un échangeur à Restigné et un surcoût de 3,5 millions pour réaliser 2 demi-échangeurs. Ce surcoût est supporté d'abord par le conseil départemental, 2,5 millions plus 2 millions pour les routes départementales en lien avec l'autoroute,
par 3 communautés de communes et la ville de Langeais. Et en coulisses, il a fallu batailler 2 mandats au sommet de l'État pour concrétiser l'échangeur. Bon, 9 ans, 7 premiers ministres, 6 ministres de transport et 5 préfets d'Indre-et-Loire ont été occupés aussi par cette affaire. Le problème, c'est qu'à chaque changement de gouvernement, vous recommencez à expliquer, vous devez faire en sorte à ce que le dossier ne disparaisse pas quelque part dans les tiroirs, mais soit remis sur le haut de la pile. Les demi-échangeurs devraient être livrés en 2027 à des dates différentes et l'entrée sur l'A85 sera gratuite à partir de Langeais Nord. Une information de nos confrères de la Nouvelle République, le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Savbag à Perrusson a été annulé. Revirement inattendu pour l'entreprise de maroquinerie de luxe qui faisait face à des difficultés après la perte d'un client. C'est justement l'arrivée d'un nouveau client et la revalorisation du contrat existant avec la marque Louis Vuitton qui aurait permis d'améliorer la situation. La majorité des salariés y voient une bonne nouvelle, mais les interrogations demeurent quant à la santé de l'entreprise. À un mois des élections municipales, on vous présente les candidats commune par commune à partir de ce soir. Oui, ce soir, direction Vendôme, ville de 15 000 habitants et sous-préfecture en Loir-et-Cher. Il devrait y avoir 4 listes au choix lors du vote, dont un duel entre 2 anciens maires. Présentation détaillée avec Hélène Chaplet. À Vendôme, pour le premier tour, il y aura d'abord une guerre des chefs. Elle opposera le maire actuel, à gauche de l'image, à son prédécesseur, Pascal Brindot. Élu en 2014, il avait cédé son fauteuil de maire en 2019 pour une place à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il souhaite proposer une liste apolitique. Son projet phare pour la ville, c'est la réhabilitation du bâtiment H, place Rochambeau. L'idée, c'est d'utiliser ce bâtiment comme un hub des entreprises du patrimoine vivant, c'est-à-dire des artisanats d'art, des métiers de la maroquinerie, mais aussi, pourquoi pas, des métiers de la mode, de la cosmétique, en faisant à la fois un centre de formation, en utilisant les entreprises du patrimoine vivant déjà présentes sur le territoire, et puis avoir un espace de pépinière d'entreprises pour là aussi les jeunes créateurs, développer aussi la politique d'attractivité touristique en relocalisant l'Office du tourisme et en ayant une structure qui gère à la fois la politique touristique et la politique événementielle de la ville. Son principal opposant, c'est donc le maire sortant, Laurent Briard. Cet orthophoniste de 54 ans n'a pas encore dévoilé les mesures qu'il entend mettre en place s'il est réélu. Sa force, selon lui, c'est son dévouement quotidien au service de ses administrés et des associations du territoire. Quand on a un mandat municipal, de maire, de président d'agglomération, on touche concrètement la vie des gens. Et le bilan que l'on a fait, tout ce qu'on a pu mettre en place depuis 2020, aujourd'hui on en mesure les effets auprès des gens dans leur vie quotidienne, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Donc c'est extrêmement enrichissant. Si on se trompe, on le paye cash. Mais si on fait les choses en écoutant les gens, eh bien, il y a un sentiment du devoir accompli. Et je crois qu'une des règles, c'est surtout à aucun moment y trouver un intérêt personnel, hormis le plaisir de rendre service. En lice également une ancienne adjointe au maire, quand la municipalité vendômoise était encore à gauche. Mathilde Beauvalet a le soutien du PS, du PC et des écologistes. Vendômoise depuis 2005, elle souhaite notamment aménager le quartier de la Gare, un espace délaissé selon elle. Ce qu'on souhaite ici, c'est d'avoir un véritable projet de quartier. On souhaiterait notamment avoir un pôle de pratique artistique amateur, c'est-à-dire danse, théâtre, musique sur ce quartier. On souhaiterait également développer un pôle en direction de l'insertion et de la jeunesse, de la formation, de l'habitat mixte, de l'habitat partagé, et puis évidemment des espaces verts, des îlots de fraîcheur, mais aussi une vie dans ce quartier, donc pouvoir proposer des activités, des événements. Enfin, les électeurs vendômois auront peut-être un 4e bulletin dans leur bureau de vote, celui de la liste de Simon Bluet, Vendôme avant tout. À 35 ans, ce vendômois est grossiste en boissons. Pour se qualifier pour le second tour, les listes doivent obtenir 10% des suffrages exprimés.
Un coup de pouce pour entreprendre, c'est ce que propose l'association ADI. Créée en 1989 en France, l'ADI accorde des microcrédits à des personnes souhaitant développer ou créer leur entreprise, mais qui ne peuvent pas obtenir un prêt classique auprès d'une banque. À l'occasion de la Semaine nationale pour l'entrepreneuriat dans les quartiers, l'association reconnue d'utilité publique était justement sur le marché Saint-Paul au Sanitas à Tours pour informer et sensibiliser les habitants. Aurélie Renaud. Des gens qui veulent se lancer ou qui sont déjà entrepreneurs et qui ont besoin d'un peu d'argent pour racheter du stock, pour acheter un véhicule, acheter du matériel, etc. Cette aide passe par des microcrédits. Il s'adresse à celles et ceux qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique. Sur le marché Saint-Paul, au Sanitas, Céline, la directrice de l'ADI, interpelle les commerçants. Antonin Marot, par exemple, a repris le commerce ambulant de miel de son patron qui part à la retraite. Pour se développer, il aurait besoin d'un petit coup de pouce. C'est surtout que la banque nous a donné un emprunt qui est vraiment ric-rac par rapport à ce qu'on avait besoin. Donc c'est top parce que c'est juste ce qu'on a besoin, mais il n'y a pas de marge de manœuvre, quoi. C'est-à-dire que si on a besoin d'une petite rallonge, clairement ils nous ont dit que ce n'était pas la peine de venir avant qu'on ait remboursé celui-là. Donc du coup, si on ne sait jamais, même un coup dur, on a besoin de racheter une machine, en fait, c'est des informations précieuses, quoi. L'association pour le droit à l'initiative économique peut accorder des crédits jusqu'à 15 000 €. C'est elle qui va emprunter directement aux banques. Toute la semaine, l'ADI d'Indre-et-Loire a sillonné les quartiers pour sensibiliser à la possibilité de créer son entreprise. Donc même si on a 0 diplôme, même si on est aux minima sociaux, etc., c'est possible d'entreprendre. On a financé un certain nombre de personnes. Les entreprises fonctionnent. On a 78% des entreprises qui sont encore ouvertes 3 ans après l'intervention de l'ADI et qui génèrent des revenus. Lorsqu'Hélène vivait au Sénégal, elle tenait un petit restaurant. Arrivée en France, elle a souhaité créer son propre commerce de restauration rapide ambulante. Mais pour cela, il fallait un peu de finances. Il me fallait un véhicule pour commencer le commerce. Donc, du coup, ils m'ont vraiment aidé pour acheter la voiture pour que je puisse transporter mes bagages. Aujourd'hui, votre métier vous plaît ? Oui, il me plaît beaucoup. Ça marche bien ? Ça marche très bien. Le projet d'Hélène, maintenir son commerce, mais cette fois dans un food truck. Et pour cela, elle a décidé de retourner voir l'ADI. Et justement, notre invité ce soir, Jordan Boé, conseiller à l'ADI en Indre-et-Loire. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans ce reportage, pour ces entrepreneurs, l'aide de l'ADI a été vraiment indispensable pour pouvoir se lancer. Des fois, il manque pas grand-chose pour pouvoir concrétiser ce projet et l'ADI peut débloquer les choses. Oui, tout à fait. Sur l'année 2025, on a pu accompagner 218 entrepreneurs qui avaient justement besoin d'un accès à un financement pour pouvoir démarrer leur activité. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a pu les accompagner. Comment ça fonctionne exactement ? C'est l'ADI d'abord c'est à l'ADI que la banque accorde le crédit ? C'est un intermédiaire ? Ça marche comment ? Oui, alors tout à fait. Donc nous, l'ADI emprunte une partie donc, des fonds dont elle dispose aux banques et nous, on a la possibilité derrière de refaire des emprunts bancaires. Donc on porte nous-mêmes le risque auprès des entrepreneurs pour pouvoir leur permettre de concrétiser leurs projets. On parle plutôt de petites sommes à investir ? Alors ça dépend, effectivement, au minimum on peut être sur quelques centaines d'euros et on peut aller sur des plans de financement qui vont jusqu'à 25 voire 30 000 € sous certaines conditions. Est-ce qu'il y a une sélection qui est opérée par l'ADI ? Est-ce que vous financez toutes sortes de projets ou est-ce qu'il y a quelques limites quand même sur lesquelles vous devez compter ? Alors effectivement, il y a quelques limites. Typiquement, les activités professionnelles donc, qui vont être sur de la spéculation, on a tendance justement à ne pas y aller, puisqu'il y a une zone un peu incertaine que l'on peut ne pas maîtriser. Sinon, toutes les activités du quotidien, que ce soit de l'entrepreneuriat, des activités ambulantes, on finance, on accompagne les entrepreneurs pour justement structurer leurs projets et le rendre viable. On l'a vu dans ce reportage, là vous avez démarché les habitants sur le marché Saint-Paul au Sanitas. Les gens ne sont pas suffisamment au courant qu'ils peuvent être aidés par l'ADI aussi ? Oui, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs ne connaissaient pas notre existence. Et donc, depuis l'année dernière, on massifie les actions qu'on appelle aller vers. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ont la possibilité d'accéder à des dispositifs. Et plutôt que de faire en sorte que ce soit eux qui aillent vers ces dispositifs, on emmène ces dispositifs auprès d'eux, donc justement, en allant sur les marchés pour leur en parler.
Et dans les quartiers dits prioritaires, les habitants se lancent moins dans l'entrepreneuriat? Oui, effectivement. Grâce à une étude d'impact que l'on a pu faire, on se rend compte que l'envie d'entreprendre est plus forte dans les quartiers prioritaires que sur le reste du territoire. Mais malheureusement, le nombre d'entrepreneurs y est moins important parce qu'il y a parfois une forme de complexe, un sentiment de manque de légitimité. Parfois, en fait, les habitants de quartier ne sont pas au courant des dispositifs qui peuvent être mis à leur disposition. Donc c'est pour ça qu'on fait en sorte de pouvoir se déplacer dans ces zones pour pouvoir promouvoir tout ce qu'on peut mettre à leur service. Justement, en plus du microcrédit, vous pouvez les accompagner dans la démarche. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, à partir du moment où une personne bénéficie des services de l'ADI, pendant toute la durée de vie du projet, on intervient pour pouvoir faire de l'accompagnement parce que le premier frein ou l'une des premières causes en fait au manque de pérennité des entrepreneurs, c'est le fait d'être isolé et de ne pas avoir les bonnes informations, de ne pas avoir l'accompagnement. Nous, on le fait grâce à nos bénévoles. Ça peut être quel type d'accompagnement, par exemple? Ça peut être de l'accompagnement comptable, ça peut être de l'accompagnement sur la gestion administrative. On met en place des ateliers, donc justement pour pouvoir informer sur les dispositifs que l'on crée au quotidien. Voilà. Et on essaye même d'ailleurs de mettre en place des clubs d'entrepreneurs de manière à ce que ces derniers puissent se créer un réseau et prolonger leur activité. À Tours, vous couvrez l'Indre-et-Loire. Vous avez soutenu, vous l'avez dit, 218 projets en 2025 en Indre-et-Loire. Quel est le profil souvent de ces entrepreneurs? C'est plutôt en ville, c'est dans le rural ou... Je dirais, c'est des jeunes, des plus âgés? On a à peu près tout type d'entrepreneurs. Typiquement, sur les 218 personnes qu'on a accompagnées en Indre-et-Loire, 95 porteurs de projets étaient en quartier et 50% d'entre eux étaient des femmes. D'accord. Il y a également 50% de ces derniers qui étaient allocataires des minima sociaux. Donc en fait, on essaye vraiment de venir en aide à tout type de profil, de n'exclure personne justement parce que le cœur de notre message, c'est de dire que l'entrepreneuriat, c'est possible pour tout le monde. Merci beaucoup, Jordan Boé, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau ce soir et on va laisser la place à l'invité de notre rubrique On vous répond, Joël Constanza, notre responsable de la communication de l'UFC Que Choisir, qui n'est pas venu les mains vides. Non. Et on est très content ce soir pour parler confiture, car oui, quelles sont les précautions à prendre lors de l'achat de confiture? On va en parler ce soir. Bonsoir Joël, bienvenue sur le plateau. Alors il y a un match déjà entre confiture maison et confiture industrielle, mais j'ai envie de dire le match est plié. Oui, enfin pour moi il est plié, c'est sûr. Les confitures industrielles, on va dire, sont plus acides, elles sont moins riches en fruits. Il est évident que les confitures qu'on fait à la maison sont faites normalement avec des fruits bien mûrs, des fruits de votre jardin, dans lesquels vous rajoutez simplement du sucre, et c'est tout, alors que dans les confitures industrielles, on rajoute des acidifiants, notamment de l'acide citrique, pour la conservation, la texture. Donc c'est un petit peu plus acide. Donc on l'aura compris, si on peut avoir des confitures maison, c'est mieux. Mais bon, ce soir, on va s'arrêter aux confitures industrielles. À quoi il faut faire attention quand on achète une confiture en grande surface? Alors, je le dis toujours, il faut regarder les étiquettes. Alors sur les étiquettes, il y a toujours marqué la teneur en fruits, ça c'est très important, on va le voir, la teneur en sucre, ou le tableau, vous savez, glucides dont sucre, et aussi, bien sûr, la dénomination du fruit utilisé. Ça me semble évident. Alors justement, on a un panel de confitures. Oui, j'ai été faire les courses. On va s'intéresser donc pour commencer à la teneur en fruits. Alors, oui, tout à fait, la teneur en fruits. Alors, voilà, la première, je ne sais pas si on le voit, ça a été bien mis en gros, 70%, donc c'est très bien, normalement c'est 35% minimum. Donc 70% de fruits, ça c'est très très bon. C'est évident que quand il y a plus de fruits, à part le sucre qui est amené par le fruit, du coup on met moins de sucre. Ça c'est bien, il y en a d'autres c'est un petit peu... Alors on a aussi pas mal, 64%, donc là c'est pareil, c'est 60 grammes pour 100 grammes de produits finis. Donc ça ce sont des confitures pour lesquelles la teneur en sucre est assez importante. Il y en a d'autres? Alors bien sûr, après on a des teneurs en sucre qui sont de 50%, alors ça c'est pas mal de confitures. Très bien. C'est 50%, bon c'est correct. Ça fonctionne. Mais c'est évident que c'est beaucoup moins
que les confitures Mais il y en a d'autres, du coup. Alors ça, mauvaise note pour ça, parce que celle-ci, c'est 35% de fraises. Et d'ailleurs, le premier ingrédient, c'est le sucre. Donc vous savez, les ingrédients ne sont pas en ordre croissant. Il y a plus de sucre. Donc il n'y a plus de sucre. C'est ça qui est important à retenir, c'est qu'en fonction de la teneur en fruits, il y a plus ou moins de sucre. Oui, c'est évident. Hein. Plus vous mettez de fruits, moins vous avez de sucre. Et l'inverse est aussi vrai. Et il est sûr que le sucre, c'est moins cher que les fruits. Il y en a deux autres que vous ne nous avez pas montrés. Oui, alors, ça a la couleur de la confiture de fraises, ça a la forme d'un pot de confiture de fraises, mais ce n'est pas de la confiture. Or, le problème, c'est que je les ai trouvées dans le rayon des confitures. Elles sont au milieu des autres pots. Ce sont en fait des préparations. Et c'est d'ailleurs, vous regardez. C'est pas écrit confiture. Il n'y a pas marqué confiture. Hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ce sont des préparations aux fruits. Alors là, c'est une préparation, bien sûr, aux fraises, mais quand vous regardez derrière, vous voyez... Du coup, il n'y a pas 35%. Alors, 45% de fraises, c'est pas mal, mais par contre, eh bien, vous avez du sucre et vous avez 15% de pommes. Bien sûr, la pomme, c'est moins cher. Bien sûr. Un petit mot sur l'origine des fraises, qui n'est pas indiquée, c'est pas une obligation pour les producteurs. Non, ce n'est pas indiqué. Dans ces deux pots, curieusement, c'est indiqué. Alors, ces pots-là, je reviens juste 30 secondes sur ces pots, c'est bien parce qu'il y a moins de sucre. Bon, par contre, c'est pas des confitures, donc voilà. Et il y a un problème, c'est que dans certaines, il y a quand même des choses qui sont ajoutées. Ici, vous avez des fibres végétales solubles, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a. Et puis, parfois, on a aussi d'autres acidifiants ou d'autres édulcorants, c'est un peu embêtant. On est déjà en retard, mais un mot sur le prix quand même. Alors le prix pour... alors ça aussi, là vous avez des vraies confitures, 9 et 10 euros le kilo. Hein. Les moins chers, là je crois que le pot, bien sûr, c'est pas terrible, donc le pot n'est pas très très cher, c'est 3 euros, 4 euros. Et là, curieusement, ce n'est pas de la confiture, ce sont des produits ultra transformés et c'est plus cher. Merci beaucoup, Joël. Et on embrasse, je viens de recevoir un petit SMS de Monique Deluca, qui est le grand maître de la confrérie de la Tasse de Confiture, qui vous remercie pour toutes ces indications. On l'embrasse, puisqu'elle nous regarde depuis la Sologne et Courcheverny ce soir. Merci beaucoup. Rappel du principal titre avant de se quitter. Feu vert du gouvernement pour le projet de construction du demi-échangeur de Langeais sur l'autoroute A85. Une enquête publique va être lancée dans les prochains jours. Si le projet va jusqu'au bout, les premiers travaux sont attendus à l'automne pour une mise en service fin 2027 ou début 2028. Et dans un instant, c'est l'invité de la rédaction ce vendredi soir. Oui, ce soir, Lucas Chopin reçoit le poète et écrivain Jacques Péry-Salco, qui maîtrise parfaitement l'art de créer des anagrammes et des palindromes. Et bien on verra ça, c'est dans quelques instants sur Val de Loire TV. Très bon week-end à tous et nous on se donne rendez-vous lundi à 17h50 avec une bonne dose de confiture en bonne teneur en fraises. À lundi.